Toutes les louanges sont à Allah, maître absolu des circonstances. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de ce vendredi 31 août 2018 dans le cadre de ce numéro de votre émission préférée Jeunesse Active, cette émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse radio et télévision Bonferré. Dans la même dynamique, aujourd'hui nous aborderons un sujet d'une importance capitale, un sujet d'actualité que vous connaissez certainement. Amis jeunes, merci de nous rester fidèles. Ce n'est un secret pour personne ces derniers temps à Niamey. Le constat est partout le même. Une insécurité progressive qui prend de l'ampleur. En effet, des individus armés de couteaux ou de coupe-coupe, selon des témoignages, s'en prennent violemment aux populations qui, pour leur arracher leurs biens, allant même jusqu'à coûter la vie à certains. On citera pour preuve les deux cas récents survenus au niveau de la ceinture verte de Niamey, où deux jeunes ont été tués en intervalle de moins d'un mois, sans oublier bien d'autres témoignages faisant état des cas de vol à main armée dans plusieurs quartiers de la capitale. Bref, Niamey, notre paisible capitale, est exposée ces temps-ci à une insécurité sans précédent. Et comme le diraient certains internautes, Niamey est risqué. Quelle explication donner à cette insécurité à Niamey? Qui sont ces individus qui opèrent à Niamey et troublent la vie des paisibles populations? Quelles sont les mesures envisagées ou prises par les autorités régionales pour faire face à ce fléau? Voilà ce qui constitue le menu de ce rendez-vous, de ce numéro de votre émission. Pour en parler donc, je reçois sur ce plateau deux invités. Nous avons avec nous le premier responsable de la région de Niamey, Monsieur le gouverneur, j'ai nommé Issaka Hassan Karanta, gouverneur de la région de Niamey. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, Radio Bonferré. Merci d'avoir accepté d'être là, accepté notre invitation. Et merci vous aussi de me donner l'opportunité de m'adresser à partir de votre studio à vos téléspectateurs fidèles. Merci bien. Deuxième invité, nous avons avec nous Dr Khalilou Seydou. Il est sociologue, il intervient au niveau de l'université de Tawa. Khalilou, bonsoir. Bonsoir. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, tout le plaisir est pour moi. Comme je l'ai dit, avec vous ensemble, nous allons passer en revue ce qui défait l'actualité à Niamey. Pour donc planter le décor, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par la télévision Bonferré. On revient sur ce plateau. Un certain temps, surtout en cette saison hivernale, aux alentours de la ceinture verte surtout, où le mille est au stade de montaison et d'épiaison, les piétons, cyclistes, motocyclistes ou encore les taximens, chauffeurs de Faba ou Bassora sont victimes d'agressions des bandits de grands chemins, coupeurs de route ou autres pickpockets. Bref, la ville de Niamey fait face à une insécurité de plus en plus grandissante. Haroun Moussa, chauffeur de Bassora, victime d'une agression, témoigne. J'ai un jour pris 4 personnes, plus moi, le chauffeur, ça fait 5. C'est quand nous sommes arrivés dans les champs de mil qu'ils ont sorti leurs couteaux et me les ont pointés partout sur le corps. J'ai alors cédé en leur donnant toute ma recette. Ils m'ont aussi pris les pièces. Je suis même passé au commissariat pour l'informer de ce qui m'est arrivé avec les bandits. J'ai même alerté les chefs de ligne, tout le monde le sait. Les champs de mil sont impénétrables même le jour. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible d'y pénétrer. Il faut être plusieurs personnes, sinon le drame. Ils sont aussi nombreux, ceux qui travaillent aux alentours de cette ceinture verte et qui sont même témoins lors des faits. L'insécurité, aujourd'hui, vraiment, ça existe. Parce que la ceinture verte, là, toujours, il y a des attaques. À tout moment, même en pleine journée, on peut t'attaquer. En pleine journée, même pas la nuit. Et surtout ceux qui sont au pied ou bien sur moto. Ce sont eux qui sont victimes.
j'ai été témoin maintes fois, parce que ça n'a pas duré. Il y a eu des attaques sur l'axe Taladje-Bassora, là, la voie là qui va au camp des gardes nationales. Là. Il y a eu des attaques. Malheureusement, on dit l'insécurité, vraiment ça existe. Il faut que le gouvernement trouve des solutions, mettre des mécanismes au niveau de leur sécurité, d'avoir comment ils vont faire pour circuler au moins, même si c'est la journée. Et surtout, il y a la garde nationale à côté, et on dit qu'à côté de leur camp, il y a toujours des attaques. Ça, c'est vraiment... c'est désolant. Les bandits à la centre verte, vraiment, il y a des bandits. Tous ceux qui ont vu ici, là, vraiment, ils sont en train de déranger les gens. Parce qu'ils vont t'arrêter, ils vont te frapper avec leur coupe là. Ils vont prendre ta moto. Oui. Oui, il y a quelques jours de la fête là. Il y a un militaire qui est frappé ici, vraiment. Et ils ont pris la moto. Vraiment, rien ne va ici. Nous ne sommes pas en sécurité. Ils te prennent tout. Rien que le lendemain de la fête, quelqu'un a été agressé ici par un bandit. Il lui a pris tout. Il a couru vers nous avec un couteau. Qui va le poursuivre? Personne. Partir faire ses besoins même, c'est un problème ici. Selon plusieurs témoignages, l'État doit prendre ses responsabilités. Lui seul peut mettre fin à ces agressions barbares aux alentours de la ceinture verte. Il suffirait qu'il déploie la police et la garde nationale qui entourent toutes deux cette ceinture verte pour que les agressions cessent. Bien, retour sur ce plateau. Nous avons ensemble suivi ce reportage signé la télévision Bonferré. Monsieur le gouverneur, nous avons ensemble écouté ces témoignages-là. En un mot, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Niamey face à cette question de sécurité? C'est triste. C'est un drame cornélien, shakespearien, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une situation que nous... la mort dans l'âme. Je ne m'en cache pas. Je n'ai pas le droit, parce que face à ce qui touche à la vie de mes populations, de mes concitoyens, en tant que premier responsable, je ne peux que compatir, souffrir et réagir. Cette situation qui vient d'être décrite est bel et bien fondée. Il s'agit de la ceinture verte. La problématique de la ceinture verte, c'est quoi? À l'approche de l'hivernage, nous avons fait des réunions avec les chefs de quartier, avec les leaders d'opinion, pour interdire strictement de semer du mil, du sorgho, ou tout ce qui peut cacher la vue dans la ceinture verte, qui d'abord, en période hivernale, devient touffu. Les gens n'ont pas obtempéré. Donc c'est ce qui a accentué que cet endroit est devenu le refuge idéal de tous les malfrats de Niamey. Ce n'est pas le seul endroit. Hein. Je vous en dirai plus au fil de notre entretien. Deuxièmement, la passivité des populations fait que ces malfrats s'adonnent allègrement à leurs besoins. C'est-à-dire, les gens savent pertinemment que même de jour, il n'est pas possible de traverser cette ceinture verte. À plus forte raison la nuit. Les deux cas malheureux qui sont arrivés ont eu lieu
aux environs de 23 heures. Et dit aux environs de 23 heures. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à traverser cette ceinture verte à une certaine heure, sachant qu'il y a des artères qui mènent à Bassora, qui mènent à Teladje, qui mènent à l'aéroport, qui mènent à Niamey 2000 ou à Kobontava. Vous me direz que c'est l'appel du destin. J'en conviens. Deuxièmement, quand j'ai parlé de la passivité des gens, même si vous êtes agressé de jour, personne ne vous porte secours. Et ça, ma foi, c'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Les gens voient les agresseurs appréhender leurs victimes, s'acharner sur la victime, mais personne n'ose lever le petit doigt. Je veux plus. Quand je parle de passivité de la population, cette population, elle est souvent complice de ces malfrats, parce qu'ils connaissent leur refuge. Ils les connaissent même. Mais cette population ne fait pas l'effort citoyen de dénoncer ces gens, d'approcher les autorités villageoises, les autorités communales, régionales et les forces de défense et de sécurité pour leur indiquer certains endroits criminogènes pour que l'État puisse prendre les dispositions subséquentes. Le problème de sécurité, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas l'affaire du seul État ou du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit mettre la main à la pâte, d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce qu'en fournissant l'information à temps réel. À qui de droit, c'est-à-dire au chef de quartier, au chef de village, au maire de la localité, au gouverneur, ou à la police, ou à la garde. Mieux, allez-y voir dans la ceinture verte. Il y a des villages et des villages. En son temps, il y avait un quartier surnommé Golf, où sévissaient justement ces criminels. Un chef de l'État de l'époque a demandé aux autorités de balayer ce quartier, ce qui fut fait. Bien que ce soit des squatteurs, c'est-à-dire des gens qui sont venus s'installer à l'insu des autorités communales, ce président, dans sa magnanimité, a demandé aux autorités communales de leur affecter des terrains. C'est ce qui a été l'objet du lotissement Calais Plateau. Mais malheureusement, ces parcelles aussitôt distribuées à ces pauvres gens pour qu'ils puissent s'installer aisément, ils sont partis les revendre. Et ce sont eux qui sont revenus dans cette ceinture verte. Deuxièmement, à une certaine époque, une certaine société étrangère a eu le privilège du ramassage et du traitement des ordures ménagères de la ville, que je nomme ISACAM. En lieu et place d'enlever, d'éloigner, de traiter ces ordures, cet ISACAM a pollué la ville de Niamey en rejetant toutes les ordures dans cette ceinture verte, ce qui a constitué des montagnes et des montagnes d'ordures. D'où des caches de tout acabit. Voilà le problème de la ceinture verte. Okay. Là, on comprend, monsieur le gouverneur, à vous écouter, là, on comprend que vous mettez en avant la responsabilité, vous parlez de passivité
de la population. Est-ce qu'à votre niveau, le problème il est là, il est connu, est-ce qu'à votre niveau vous avez un bilan? On a remarqué à Niamey, la patrouille a été renforcée ces derniers temps. La patrouille a été renforcée, nous sommes bien obligés parce que d'abord nous sommes partis d'un constat statistique. Il a été déclaré 1116 vols de moto, 154 vols de voitures et 2 crimes crapuleux connus. Alors cela nous a amené à monter des opérations coup de poing, des opérations conjointes des forces de défense, à savoir la police, la garde nationale, la gendarmerie nationale et bien sûr d'autres services souterrains. La première opération nous a permis d'interpeller 376 personnes, sur lesquelles nous avons pu identifier 18 malfrats recherchés qui étaient armés de couteaux, de coupe-coupe, de sabres et bien sûr d'ingrédients, ce que vous appelez tramol ou tradamol, hein, oui, hein, c'est-à-dire le hashish, le chanvre indien, des comprimés et des cornets. Nous avons pu à cette occasion mobiliser 70 motos recherchées. Et ces gens, nous les avons déférés. Une deuxième opération nous a permis d'interpeller 181 personnes. Et rien qu'hier nuit, nous avons fait un bouclage qui nous a permis d'appréhender 170 personnes. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ces criminels dans cette ceinture verte. Il y a même des gens qui mènent une vie de débauche. Et là, d'où la question, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Au-delà de l'action des criminels, les gens qui occupent illégalement la sécurité, quelle action en train de toutes les façons, un comité interministériel est en train de plancher sur le cas de toute la ceinture verte. Okay. Je fais partie de ce comité qui attend que le chef de l'État revienne de sa mission pour déposer le rapport. Okay. Nous entendons, s'il plaît à Dieu, dédommager les réels propriétaires et maintenant aménager cette ceinture verte pour que plus jamais une case ou même une villa quelconque ne s'y trouve. Les jardins et tout, nous allons les détruire. Et à leur place, nous allons offrir à la population, à la jeunesse, des centres récréatifs, des aires de prédilection, des centres de repos, etc. etc. D'accord. Monsieur le gouverneur, merci. Le temps de revenir à vous, peut-être on va revenir en profondeur les actions qui sont menées par les autorités régionales. Chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, la question d'une question d'actualité, l'insécurité grandissante dans la ville de Niamey, notre capitale. Khalilou, vous qui êtes sociologue, le problème il est là, c'est un problème de société. En sociologie, quelles sont les causes envisageables? Quelles sont les causes qu'on peut lier à ce problème d'insécurité à Niamey? Merci. Les questions d'insécurité sont des faits qui existent pratiquement dans toutes les grandes villes. C'est une grande ville, Niamey, aujourd'hui. Et la particularité des grandes villes, c'est que les gens ne se connaissent pas. Je peux poser un acte sans que ceux qui m'entourent ne sachent qui je suis, d'où je viens. Aujourd'hui, au village, on est lié peut-être par cette relation de proximité, mais aussi on connaît ma famille. Il est arrivé des gens j'ai l'habitude d'entendre des histoires comme ça dans les villages, quelqu'un qui avait posé un acte et qui depuis lors a quitté, il n'est plus revenu dans le village, il a disparu parce que voilà, c'était une question d'honneur. Mais en ville, il n'y a pas cet aspect-là. Ça, c'est un des aspects qui fait qu'en tout cas en ville, on trouve souvent des actes qui sont posés parce que bon, les gens, ils ont la possibilité de faire sans qu'on puisse les relier à quelque chose. Le deuxième aspect, c'est que
la ville a ses contraintes. C'est les contraintes de logement, comme monsieur le gouverneur vient de le dire. Il y a des gens qui sont là-bas, peut-être que bon, c'est là où ils ont trouvé la possibilité d'exister, de rester. Les contraintes de travail, beaucoup de contraintes qui peuvent peser et que finalement les gens cherchent des voies par lesquelles ils pourraient se débrouiller, entre guillemets. Donc la débrouillardise et la ville, c'est vraiment des contraintes. Donc troisième aspect, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup la facilité. La facilité. C'est un aspect important parce que souvent quand on voit ce sont des jeunes qui posent ces actes au lieu d'aller se retrouver à travailler. Nous sommes dans la saison des pluies. Je pense bien qu'il y a du boulot au village. Mais bon, on reste quand même en ville et puis voilà, on se permet d'aller s'attaquer aux autres pour avoir leurs biens. Et de plus en plus les gens, ils aiment en tout cas avoir ce qui est à la portée, ce qu'on peut avoir, quitte à prendre des risques. Et voilà, ça donne des conséquences. Le problème, c'est qu'ici, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ne prennent pas que les biens, mais quand on va jusqu'à assassiner l'autre, ça veut dire qu'ils sont prêts vraiment à tout. On a vu les deux cas. Oui, c'est vraiment l'extrême. Les gens peuvent s'attaquer juste spolier leurs victimes de leurs biens et puis s'en aller. Mais là, on trouve qu'on s'attaque et puis on assassine quelqu'un, on prend sa moto et puis de manière vraiment violente. Donc ces gens, on dirait qu'ils ne sont pas seuls, entre guillemets. Et leurs actions, ils les justifient, je ne sais pourquoi, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont hors normes sociales. Donc de notre société, ils sont vraiment en marge, vu ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Mais là, la question, on se demande, qu'est-ce qui pourrait pousser ces jeunes à aller jusqu'à ôter la vie à une personne, en prenant ses biens? Comme l'a dit monsieur le gouverneur, quand on prend ces gens, souvent on les trouve avec des choses. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, genre quand les gens se prennent des substances qui leur permettent d'être hors d'eux, ils peuvent poser n'importe quel acte. Peut-être qu'après ils peuvent se rendre compte, mais souvent c'est pour ne pas avoir peur. Ils le font, c'est pour avoir le courage d'attaquer. Et donc après, puis c'est fini. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont... C'est-à-dire, peut-être s'ils n'avaient pas pris leurs choses, ils ne pourraient pas poser ces actes, mais ils sont prêts à tout parce qu'ils ont besoin des choses qu'ils font. Mais ils s'attaquent surtout, comme encore l'a dit monsieur le gouverneur, c'est-à-dire ce sont les faibles qui sont des victimes. Je veux dire qu'eux, ils sont en situation de force, puisqu'au niveau social, il n'y a pas une réorganisation pour faire face. Les populations qui sont passives, on peut dire naïves, souvent qui empruntent des voies qu'on ne devrait pas emprunter à certaines heures, etc. Donc ces gens, ils se sentent un peu forts par rapport à tout. Ils se disent que bon, on peut continuer à faire parce que jusque-là, l'avantage est de notre côté. Donc, tant que l'avantage sera de leur côté, soyons sûrs que ça va continuer. Jusqu'au jour où ils se sentiront cernés, comme avec les dispositions qui sont en train d'être prises, et quand ils se sentiront cernés, ils changeront de camp. Je le dis parce que j'avais été témoin, un moment à Niamey, il y avait un espace vers le stade général, qu'on ne pouvait pas emprunter la journée, on peut être attaqué, mais cet espace était devenu sécurisé. On peut passer, traverser, et puis c'était tout. Mais c'était inimaginable à un moment dans la ville de Niamey. Donc, ces gens, ils agissent et agiront tant qu'ils se sentiront eux-mêmes en sécurité. Ils vont travailler à mettre les autres en insécurité. C'est une position de force. L'avantage est de leur côté. Il faudra que ceux qui veulent se prémunir prennent des dispositions justement pour tirer l'avantage de leur côté. On aura le temps certainement de revenir sur les solutions envisageables. Le temps de vous lire quelques réactions de nos téléspectateurs. Lorsque nous avons fait le post annonçant cette émission, notamment de l'intitulé, nous avons un téléspectateur qui nous a écrit de Bokoki. Il pose la question à monsieur le gouverneur. Il dit: tous les grands bandits de Niamey ont leur fief à Bokoki, au quartier Rouba, dans un coin appelé Maïtira, non loin du marché Katako. En pleine journée, on vend de la drogue, le tabac, ils violent, ils volent, consomment la cocaïne devant tout le monde.
Le commissariat Bokoki est bien informé, mais il ne dit rien. Nous avons également une deuxième réaction qui nous vient de Calais Nord. Personnellement, un de mes amis a été agressé et blessé au quartier Niamey 2000. Ce qui fait le plus mal, c'est le pauvre citoyen qui travaille dur pour gagner sa pitance journalière qui est le plus exposé. Il ne suffit pas seulement d'engager les forces de sécurité dans une chasse aux malfrats. Pour résoudre ce problème, il faut en plus de cela trouver la source du problème et le détruire. Et la principale source, c'est l'injustice sociale. Monsieur le gouverneur, voilà quelques réactions de nos téléspectateurs. Au-delà de la ceinture verte, nous savons le problème, c'est un peu partout dans la ville de Niamey. Et dans votre première intervention, vous mettez en évidence la population qui ne contribue pas. Est-ce qu'au-delà de cette contribution de la population qui ne vient pas, les autorités aussi, quelles mesures fortes vous êtes en train d'envisager? Parce que la patrouille a été renforcée, mais le problème persiste. La population aujourd'hui a besoin de savoir concrètement qu'est-ce qui peut leur permettre aujourd'hui de retrouver leur tranquillité à Niamey. Le coin auquel votre téléspectateur a fait allusion, c'est ce que nous appelons Rouba, qui est connu de toute évidence. Je puis affirmer que tous les coins criminogènes de la ville de Niamey, malgré son extension exponentielle, ont été identifiés, recensés et connus des forces de défense et de sécurité. Quand bien même nous sommes en sous-effectif, nous nous sommes arrangés à renforcer nos troupes de patrouille, parce que maintenant c'est des patrouilles mixtes qui impliquent tous les porteurs de tenue. Mais, je dis bien mais, nous ne pouvons pas couvrir tout Niamey. C'est pour cela que nous faisons des bouclages systématiques et rotatifs. Ce soir, on est à la ceinture verte, demain on est ailleurs. Après-demain on est à la rive droite, après-demain on est ailleurs. C'est ainsi que nous opérons. Ce qui fait que ces criminels ou ces bandits de grand chemin, quand ils se sentent menacés dans une zone, émigrent dans d'autres. Et voilà là où je parle de la passivité de la population. Toutes ces parcelles vides que les jeunes n'ont pas encore mises en valeur reçoivent ces bandits que des gens voient de jour comme de nuit en train de dormir. Qu'est-ce que ça leur coûte d'alerter la police pour qu'on fasse une descente pour les ramasser? Dans certaines écoles, maintenant en vacances, il y a des cases qui poussent comme des champignons, qui s'offrent comme des refuges à ces bandits, avec la complicité des gardiens de ces établissements. Alors ces gardiens-là, ne sont-ils pas nigériens? Parce que ce que les gens doivent se dire, les forces de défense et de sécurité ne tombent pas du ciel, c'est l'émanation du peuple. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Donc, elle émane de cette même population. Donc, pour que les mesures, même draconiennes, prises par l'État ou le gouvernement, puissent avoir un impact positif et urgent, on a bien besoin de la collaboration de la population. Que les gens se disent que je répète et j'insiste que la sécurité est à bout portant. Pour peu que chacun s'engage, c'est une action de citoyenne. C'est une action de citoyen convaincu. Parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et comme le sociologue l'a dit tout à l'heure, la criminalité, ici chez nous, elle ne fait que naître. Allez-y dans les pays dits développés, où les villes c'est des mégapoles. Eh bien, c'est à la seconde près qu'on tue des gens et des gens.
Ici, chez nous, vous me direz que c'est la consommation des psychotropes qui motive davantage ces gens qui aiment la vie facile. Parce que ce sont des bras valides. Qu'est-ce que ça leur coûte de retourner à la terre? Qu'est-ce que ça leur coûte d'être manœuvre dans les chantiers pour avoir leur pitance? Mais parce que tout simplement, à la faveur de ce que nous appelons l'exode rural, chacun a quitté son village pour venir en ville, pensant trouver un Eldorado qui n'est qu'artificiel, qui n'est qu'aléatoire. Alors, face aux réalités du moment, au lieu d'accepter une reconversion pour pouvoir s'adapter, il s'adonne justement à la consommation de ces psychotropes qui ont des effets négatifs. Prenez, tout récemment, nous venons d'interdire l'importation, la commercialisation du chicha, qui est en train déjà de gagner beaucoup de jeunes. La nuit, quand vous passez, vous les trouvez autour de, je ne sais pas si c'est des canaris ou bien comment on peut les appeler. Hein? Oh, tout à fait. C'est la chicha, le mot comme on dit. Les parents sont conscients, les parents voient, mais personne ne réagit. On attend que le gouverneur vienne, on attend que le gouvernement envoie la police ou la gendarmerie, et après on va crier oh là. On va dire que les libertés sont piétinées. Non. Si la population ne réagit pas, si les parents ne réagissent pas, nous sommes tenus de réagir pour protéger les populations, mieux les enfants. Parce que les médecins disent qu'il n'y a pas de développement sans un corps sain. Mens sano in corpore sano. Ça, c'est du latin. Il faut bien qu'on préserve, n'est-ce pas, le psychisme de nos enfants pour les amener à étudier convenablement et à aller de bon port, parce qu'on le veuille ou pas, j'ai dit et je répète, l'avenir appartient à ces jeunes. Et deuxièmement, il faut qu'on entreprenne une chasse sans merci contre tous les imposteurs, c'est-à-dire ceux qui importent et qui vendent ces psychotropes et consorts. Justement. Ça aussi, c'est là la cause du problème. Parce que, à vous écouter, monsieur le gouverneur, je reste toujours avec vous, on la jeunesse, les auteurs de ces crimes crapuleux, comme vous le dites, c'est les jeunes en majorité. Mais est-ce que là, quand on écoute les jeunes, on pense que c'est parce qu'il n'y a pas de travail? Est-ce que le cadre est créé à cette jeunesse-là en vue de pouvoir les récupérer et les ramener à la raison? Lundi seulement, nous allons faire la restitution d'une étude qui a été menée par le cabinet du Premier ministre à l'endroit justement de cette jeunesse qui se dit abandonnée ou délaissée. Oui. Ce qu'il faut se dire, je l'ai souvent dit dans certaines de mes interventions, nous ne pouvons pas accéder tous aux véhicules noirs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas tous être ministres, être DG de société pour avoir l'opportunité de ces véhicules. Nous sommes bien obligés d'accepter certaines situations. Le gouverneur que je suis a été enseignant toute sa vie. 34 ans, j'ai enseigné ici dans Niamey. En 1980, déjà, je disais à mes élèves qui m'écoutent qu'il n'est plus besoin d'aller au lycée avoir un bac pour aller à l'université, perdre son temps. Déjà, avec le brevet, il vaut mieux accepter d'être orienté dans un établissement professionnel. Au bout de 3 ans, vous êtes diplômé, vous avez un matricule, vous avez un poste. Vous faites 3 ans, vous faites un concours professionnel, et ainsi de suite, vous devenez cadre A1. Avant, celui qui est parti au lycée perd son temps, même s'il décroche le bac, il va à l'université, c'est encore aléatoire. Donc, tous ceux qui sont partis à l'école, parce qu'ils ont un DES, parce qu'ils ont un CAPES, parce qu'ils ont ceci, ils ont cela, ils pensent qu'ils doivent nécessairement être ministres. Ils pensent qu'ils doivent nécessairement être PDG d'une grosse société. Mais non, le pays n'a pas les moyens. Nous ne pouvons faire que la politique de nos moyens. Donc il faut bien que les gens acceptent
d'aller vers certains métiers. Il faut bien que les gens acceptent de s'associer pour créer des entreprises, souvent même familiales. Le mot Mercedes, mais c'est le nom d'une personne qui a créé son entreprise et qui emploie ses propres enfants. Toyota, c'est la même chose. Casea, c'est la même chose. Pourquoi nous, on ne peut pas s'associer ici à partir du lycée technique, à partir du centre technique Calmaro, etc. Nous avons des gens qui ne sont pas allés à l'école. Je parle de Belle Bartiré, qui est à Gamkale. Je parle de Amdellah Immeuble, qui est à côté. C'était des simples manœuvres d'une société Sonifam qui les a amenés à se former en Italie, et quand ils sont revenus, ils se sont installés à leur compte. Et voilà qu'ils ont créé des emplois, ils ont créé des richesses, ils se sont installés et ils ont, comment ça s'appelle, donné à manger, non seulement à leur famille, mais à d'autres familles. On a compris le message, monsieur le gouverneur. C'est un message à l'endroit de la jeunesse, de ramener, il faut travailler, il ne faut pas aller à l'encontre, chercher la facilité. Kalilou, il y a une autre assertion, quand on dit le qui sont ces malfrats? On pense que la plupart ne sont pas que des jeunes Nigériens. Ouais. C'est un témoignage que nous avons recueilli. Je pense que la plupart, c'est des personnes qui vont en immigration. Il y en a qui ne comprennent même pas le français. Quand ils s'adressent à vous, c'est l'anglais. Est-ce que ce problème, Niamey est un carrefour, le Niger de manière générale, les gens qui transitent vers Agadez pour aller un peu vers la Libye, ces jeunes-là aussi sont à Niamey. Ils n'ont pas de quoi retourner chez eux. Est-ce que cela peut pas être aussi une cause pour ces personnes de s'adonner à ce banditisme grandissant à Niamey? Bien sûr, ça fait partie des contraintes. Quand on parle de contraintes, ça englobe beaucoup d'aspects. Comme ceux-là peuvent être tentés aussi parce qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité, ils n'ont pas de choix. En fait, ils peuvent tenter. Ils tentent ce qui est possible, justement, et dire, bon, quand ils voient que c'est bien possible là-bas, ils tentent. Parce que quand même, ces gens dont vous parlez, s'ils sont dans un réseau, ils auront l'information de ce qui se passe et ils vont agir en conséquence. Donc, c'est bien possible que ce soit justement des migrants, des personnes, mais juste la règle ou ce qu'ils peuvent avoir en commun, c'est que c'est des gens qui sont souvent sous des contraintes. C'est-à-dire la contrainte peut souvent amener la personne à agir. Et il y a aussi la question de l'oisiveté, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire autre chose parce qu'ils pensent que c'est le moyen le plus facile. Donc, ça peut vraiment pousser les jeunes, mais aussi des vieilles personnes, en tout cas tous ceux qui pensent que par ce moyen ils peuvent s'en sortir sans être pris, peuvent tenter. Et parce que bon, ils trouvent la voie facile. Alors la question c'est de, si par exemple ils sont pris et qu'ils sont identifiés, ça donne des références. Par exemple, on n'a pas eu accès à tous ces gens-là qui sont arrêtés, et se dire, bon voilà, il y a à peu près voilà le profil qui ressort de toutes ces arrestations-là, et puis des gens qui sont déférés, etc. Ça pourrait encore donner plus de substance pour mettre un peu une idée sur le profil des gens qui attaquent ou qu'on arrête. Donc c'est un peu ça ce que je pouvais dire par rapport à ça. Vous êtes sociologue, nous avons les autorités régionales qui sont là. Oui. Au-delà de ces mesures qui sont envisagées, des mesures draconiennes, comme il l'a dit, quartier par quartier, est-ce qu'il y a d'autres mesures envisageables en vue de reconvertir ces jeunes-là qui s'adonnent à cette pratique? Oui, reconvertir, il faut déjà les identifier. Ça, c'est un des aspects. Ensuite, je pense que, à mon avis, c'est un problème de fond. C'est pas un problème. Reconvertir n'est vraiment pas un problème régional, c'est un problème national. Il faut revoir toute la programmation de notre jeunesse. Il faut reprogrammer les gens pour qu'ils se disent que je peux travailler, je peux m'en sortir, je peux me battre. Parce que si tout celui qui étudie ne voit qu'un seul circuit, quand ce circuit-là se boucle, il n'y a plus de voie de sortie. Donc, c'est quand même un aspect qui est important. Je pense que pour les jeunes, on peut reprogrammer, c'est des mesures de circonstances, mais ce sont des mesures qui ne peuvent pas régler le problème de fond.
il faut reprogrammer, au moins sauver les jeunes de demain. Certainement, ceux dont monsieur le gouverneur parle, à qui il a parlé en 1980, ont eu les résultats aujourd'hui de ces conseils. Et c'est très important. Donc, si nous pouvons prendre des mesures pour sensibiliser les gens, on n'a pas besoin forcément de les prendre en charge. Non, on peut juste déverrouiller certaines choses dans leur tête et ils peuvent se prendre en charge. Parce que c'est aussi ça l'aspect. Ils peuvent se prendre en charge, ils peuvent comprendre, ils peuvent se frayer des chemins et pouvoir s'en sortir. L'essentiel, il faut comprendre, il faut savoir les mécanismes et comment on peut s'en sortir aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ne sont plus dans ces cadres-là restreints où, bon, j'étudie, j'ai un diplôme, etc. Ils ne sont plus dans ça, ils se débrouillent, ils arrivent à s'en sortir. Ils ont juste besoin d'accompagnement, pas en termes forcément financiers, mais le premier aspect, c'est déjà dans la tête. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils voient les choses autrement que la façon dont ils ont l'habitude de les voir. L'implication de la population, elle est incontournable, c'est essentiel, c'est le nœud, je peux dire. Le problème qui se pose, c'est le rapport de la population à l'État. C'est un rapport c'est pratiquement le rapport colonial qui continue. Aujourd'hui, je vois quelque chose, je parle de la force, le Nigérien lambda, je veux dire, d'aller vers les forces de l'ordre, leur donner une information, quelque chose. Il n'y a pas ce réflexe-là. Les porteurs de tenue, c'est l'autorité et moi, je suis la population. Et puis les gens restent dans leur zone de confort. Ils ne se permettent pas trop ça. Et on a besoin d'éducation citoyenne pour que les gens comprennent un peu que, en tout cas, l'État, c'est tout le monde. Quelque part, il y a des gens qui ont des responsabilités, mais eux, ils ont aussi une responsabilité de leur côté et qu'ils doivent l'assumer. Monsieur le gouverneur, je reviens, le temps malheureusement tire à sa fin. Nous avons une autre question d'un téléspectateur. Le cas de Boko qui revient, qui est connu de tous et vous l'avez avoué sur le plateau. Qu'est-ce qui est fait? On dit que le commissariat est informé, mais jusque-là rien n'est fait. Qu'est-ce que vous envisagez à votre niveau? Je dis et je répète, il n'y a pas que Bokouji. Il y a 1000 Bokouji. Tous les lieux criminogènes de la ville de Niamey, j'ai dit et je répète, ont été identifiés par les forces de défense et de sécurité. Et nous sommes à pied d'œuvre. Nous allons vaille que vaille les neutraliser, les noyer, les nettoyer. Au passage, je signalerai qu'il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur ces émigrants, qui est une chose récente. Parce que même si vous visitez les milieux carcérales, vous ne trouverez que peu d'étrangers. Et ma foi, eux aussi, ils sont pris pour vente de psychotropes, c'est-à-dire de drogue. Donc ces malfrats dont nous parlons sont nigériens, ce sont les nôtres. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de vivre la situation et tâchons ensemble de voir comment sortir la tête de l'eau. Tout à l'heure, le sociologue a dit que dans l'esprit du village, quand vous posez un acte malheureux, vous disparaissez à jamais. Beaucoup de gens sont partis en exode au Ghana, au Nigeria, qui ne sont plus revenus et qui ne reviendront jamais. Parce qu'ils ont posé un acte malheureux, hein, n'est-ce pas, qui est attentatoire à la dignité, à l'honneur de leur famille. Mais aujourd'hui, les gens se disent, je m'en fous. Parce que c'est gadgué là que vous avez, les internautes, la télé, tout ça là. Les gens observent, ils imitent, mais malheureusement, ils imitent mal, dans le sens négatif. C'est ce qui a conduit la plupart de ces jeunes Nigériens vraiment à certaines situations de détresse, donc d'aventures malheureuses. Alors c'est pourquoi j'ai dit et j'insiste, il faudrait que toute la population se joigne aux efforts de l'État et des forces de défense et de sécurité. Et que les gens se disent que ces forces de défense et de sécurité, pourquoi j'ai dit que c'est l'émanation du peuple?
Ce n'est pas des gens qui sont tombés du ciel ou bien qui sont venus d'ailleurs. Ce sont nos parents. Il faut leur faire confiance, il faut les approcher, il faut aller vers eux et leur indiquer certaines situations. Eux, ils ont la solution peut-être tout de suite. Sinon, ils ont des niveaux auxquels ils peuvent passer l'information pour qu'on analyse et prenne des dispositions subséquentes. Mais on a l'impression que ces gens, la population fait de ces forces de défense et de sécurité des extraterrestres dont on a peur et qu'il faut fuir. Non. Ce sont nos parents. Et pourquoi, comment ça s'appelle, ces malfrats que les gens voient de jour comme de nuit, hein, on ne nous dit rien. Ils n'ont pas peur d'eux. Et après, quand il y a une casse, on critique les forces de défense et de sécurité, on dit le commissariat est alerté. Mais qu'est-ce que le commissariat peut faire tout seul? Rouba a été pratiquement anéanti. Tout à l'heure, il y a eu une déposition. Quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, on peut passer à Rouba, de nuit comme de jour. Mais il y a des années, même la journée, vous n'oserez pas traverser Rouba. On le comprend bien, monsieur. Donc, le gouverneur dit et répète, il sollicite la participation effective, la prise de conscience effective de toute la population. Parce que les responsabilités sont ici à partager. Responsabilité partagée, on a compris le message. L'occasion également de prendre votre mot de la fin. Nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti, monsieur le gouverneur. La population, elle nous suit actuellement. Le problème, il est là, il est connu. Les mesures que vous avez envisagées, les actions que vous avez entreprises actuellement, elles sont, la population est informée. Mais au-delà, quel message avez-vous à passer à l'endroit de cette population pour qu'ensemble, nous puissions arriver à bout de ce problème? De toutes les façons, il n'y a pas 1000 messages. Nous sommes partis de la sensibilisation, de l'information, en vue de former les esprits. Et bien maintenant, nous sommes passés à la vitesse supérieure, c'est-à-dire les yeux fermés, nous sévissons. Mais conformément à la loi et à la réglementation. À partir d'une certaine heure, sur les artères ou dans certains endroits, nous cueillons les gens. Nous les isolons pour les identifier. Si parmi eux, nous trouvons des malfrats, nous les envoyons à qui droit. S'il y a des honnêtes citoyens, le lendemain, nous les libérons. Mais si le surlendemain, nous les reprenons encore, ce qui veut dire qu'eux aussi ils vont appartenir à cette famille de malfrats. Donc, tout ce que je demande à la population, c'est d'accepter de contribuer efficacement, ne serait-ce qu'en donnant l'information à temps réel au chef de quartier, au maire, au gouverneur, ou à un policier de passage, ou à un garde, ou à un gendarme de passage, pour que nous puissions nettoyer l'écurie. Je crois que c'est plus simple comme bonjour. Et si les gens ne veulent pas participer, eh bien, ils n'ont qu'à continuer à crier sur tous les toits du monde. Nous ne pouvons pas, en tout cas, extirper ces mauvaises graines de l'ivraie. Voilà mon souhait. Voilà ce que j'attends de la population de Niamey. Hein? Parce que Niamey, j'ai dit, a grandi de manière exponentielle. Donc les seules forces de défense et de sécurité ne peuvent pas couvrir toute la ville de Niamey. Parce que Niamey est au-delà de Kolo maintenant, Niamey est au-delà de Hamdallah, Niamey est au-delà de Karaman. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien que chacun mette la main à la pâte. Voilà l'appel que je lance à la population de Niamey. Résidents ou voyageurs, chacun constate, chacun voit, chacun peut lever le petit doigt pour dire que ça c'est pas bon, ou bien dire aux gens faites attention à ça. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Seulement que dans cette contribution, on aimerait, comme l'a dit un internaute, associer la contribution aussi des hommes religieux, des oulémas dans la sensibilisation. Khalilou, votre mot de la fin, rapidement, quelques secondes. Voilà, aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. L'un des aspects les plus importants, car pour la survie d'une société, c'est qu'elle soit capable de récompenser, mais aussi de punir. Il faut vraiment que nous autres,
qui constations ce qui se passe, qui entendions, etc., voyons un peu ce que ces gens-là deviennent. C'est quand on prend quelqu'un, il faut qu'on sache, il faut que la société sache au moins qu'il y a quelque chose et que eux-mêmes ils sachent que quand je suis pris, ce n'est pas, c'est-à-dire il y a une punition qui suit. Et la punition, quand elle est faite, les gens savent qu'elle est faite, souvent ça dissuade. Mais quand les gens se disent, bon, j'ai l'habitude d'entendre des gens qui disent, bon, même si on les amène dans une semaine, vous allez les revoir encore. À quoi bon? Et puis est-ce qu'on me protège moi? Est-ce que qui me garantit que si je... etc. Donc c'est des aspects importants qui sont à prendre en compte par nos autorités. Monsieur le gouverneur est là. Puis la punition, c'est un aspect qui est important dans ce genre de situation. Quand nous savons que ces gens seront punis ou sont punis, quand la population le sait, quand eux-mêmes le savent, vous allez voir. C'est des questions, de plus en plus les gens vont s'éloigner. Parce qu'au lieu de prendre une moto, de se sauver, on prend des années où on perd pratiquement tout. Les gens vont réfléchir avant de poser leur acte. Donc la punition, dans une société, il la faut, forcément. Dans les règles, comme a dit monsieur le gouverneur, mais il faut punir. Il faut récompenser, mais il faut aussi punir quand il le faut. Ok. On a compris le message. Chers téléspectateurs, amis jeunes, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Montferré, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission Jeunesse Active. On a compris, le problème il est là, les mesures sont engagées, il faut la contribution de tout le monde pour qu'ensemble nous puissions arriver à mettre fin à ce problème qui malheureusement trouble la vie des paisibles populations de la ville de Niamey. Monsieur le gouverneur, il était à notre compagnie, également le docteur Khalilou était également à notre compagnie. Au nom de l'association des étudiants musulmans du Niger, au nom de toute l'équipe de réalisation de cette émission, nous vous disons grand merci. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Au-delà de vos multiples occupations, vous avez répondu. Khalilou également, merci à vous. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Dieu vous protège, que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger, et son vaillant peuple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.